C'est une ancienne maison qui a été rénovée en 6 lots différents, dont le mien, que je suis en train d'acquérir, qui est en fait vendu sur plateau, donc c'est uniquement du parpaing. Je me mets en situation de quelqu'un qui veut rénover et décorer de façon écologique. Parfait. C'est le premier objectif. Le second, c'est aussi d'en faire un lieu qui sera mis en location. Pas sur l'année, mais en fait, on pourra louer quelques jours ou une semaine. L'idée étant aussi de pouvoir expérimenter des matériaux ou des produits dont on pourrait avoir un peu peur ou qui ne seraient pas forcément naturels, comme un béton d'argile au sol, comme un matelas en laine, enfin voilà, des produits qui ne sont pas forcément courants, mais qu'on puisse expérimenter finalement dans ce lieu et se rendre compte que c'est accessible et que c'est pas... c'est pas farfelu. C'est pas farfelu, exactement. Ouais, ok. Eh bien, bonjour Nina. Bonjour Claude. Donc, heureux de te rencontrer. On a échangé plusieurs fois, téléphone, SMS, LinkedIn, etc. Ouais. Et nous avons décidé de nous rencontrer. Donc, nous sommes ici chez toi, Oui, dans les Vosges. exactement. Voilà. Alors, dis-nous un petit peu quel est ton projet. Il s'agit d'un bien donc, dans les Hauts-de-Vosges, situé à Oui. La Bresse. L'idée, c'est qu'il y a tout à faire dedans. Il faut choisir le mode de chauffage, il faut choisir l'isolation, il faut choisir le système d'aération. Voilà, il y a tout à faire. Donc moi, Page blanche. Voilà, page blanche. Donc Ça, je c'est viens de te formidable. voir pour avoir des formidable. conseils. Il n'y a pas vraiment de terrain commun. Moi, j'ai une terrasse de 18 mètres carrés, D'accord. exposée sud. La maison, en fait, est en flanc de colline. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de terrain un petit peu en descendant, mais qui est commun. En fait, si tu veux, l'enjeu de ce projet-là est double. Ok. Puisque moi je suis donc formatrice en décoration éco-responsable, comme tu le sais. L'idée c'est de passer de la théorie au concret, donc en fait de pouvoir mener tout ce projet-là en mettant en application une partie de ce que j'enseigne et de nouvelles choses, et moi de pouvoir approfondir mes connaissances et de les confronter au terrain et de pouvoir enrichir ma formation de cet exemple-là aussi. D'accord. Donc ça Cas école. Ça c'est exactement. Le cas école. C'est un cas d'école. Je me mets en situation de quelqu'un qui veut rénover et décorer de façon écologique. Parfait. Et histoire de rencontrer toutes les contraintes que tu peux avoir quand tu te lances dans ce genre de projet. Comme tu le sais, hein, on est dans la mythologie. Ouais. Voilà, et on a de temps en temps des gens qui nous disent « Ouais, c'est sûrement bien votre idée, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est possible? Est-ce que ça va bien, etc. » Donc, on pourra les envoyer à la Bresse. Tout à fait, avec Chez plaisir. toi. Oui. Ah, bah formidable, formidable. Ça, c'est une excellente idée, ça. Hein. Donc, est-ce que tu veux aussi les accompagner vers tout ce chemin de la réalisation? Tu veux dire en amont de la décoration? Ouais. Oui, il y a aussi une partie où, typiquement, moi l'idée, notamment sur la partie rénovation, en fait, c'était d'expérimenter un petit peu toutes les différentes façons qu'on peut avoir à sa disposition quand on se lance dans ce projet-là. D'accord. Donc, par exemple, j'ai aussi essayé de contacter le réseau FER, j'ai aussi essayé de contacter différentes structures pour voir un petit peu les différentes expériences en tant qu'utilisateur et que personne qui souhaite mener ce projet-là. Bon, il se trouve que dans les Vosges, on n'a pas, le département ne finance pas de réseau FER, donc je n'ai pas pu avoir de retour. Et moi, de ce que je me suis rendu compte sur la partie rénovation écologique, c'est que j'ai passé beaucoup de coups de fil avec des avis très différents au bout du fil, avec des choses auxquelles j'avais droit, puis finalement j'avais pas droit parce que c'était pas du logement principal. Et puis j'avais quelqu'un au bout du fil qui essayait de me donner des conseils, mais je voyais qu'en fait il y connaissait rien du tout. Comment ça peut arriver, ça? Alors j'ai essayé des choses privées, j'ai essayé des choses publiques. Enfin voilà, j'ai essayé de me mettre vraiment à la place de quelqu'un qui veut mener ce projet-là, et je me suis rendu compte que c'était assez fastidieux et qu'en fait si je ne te connaissais pas et si je n'avais pas cette solution-là, sincèrement, je sais pas exactement comment je ferais. Donc voilà, moi c'est vraiment, je me mets en situation de monsieur et madame tout le monde qui a un projet. C'est aussi pour ça que j'ai choisi du parpaing, c'est parce qu'aujourd'hui la majorité des biens en France sont construits en parpaing. Et l'idée c'est de me mettre à la place du plus grand monde. D'accord, d'accord. Donc, si on résume un peu, aujourd'hui, Nina, c'est madame tout le monde, Oui. qui se pose des questions. Je voudrais faire une déco sympa, parce que je n'ai pas envie d'habiter dans n'importe quoi. Exactement. Voilà. Mais je ne voudrais pas le faire non plus avec n'importe quoi, Exactement. parce que je voudrais vivre le mieux possible. Tout à fait. Et madame Nina, tout le monde, eh bien, quand elle consulte, elle se trouve face à plein de gens Oui. qui donnent un conseil pour la finance, qui un conseil pour les aides auxquelles on a droit, les aides auxquelles on n'a pas droit, Oui. qui dit « Ah ben j'ai telle solution, etc. » Et en fait, tu es face à, comme le commun des mortels couramment, je fais quoi, avec quoi et comment?
et à quoi j'ai droit, et pourquoi j'aurai droit à ça, et quel avantage je vais y trouver. Et par contre, si je prends cet avantage-là qui est on va m'aider à financer, est-ce que je vais encore avoir malgré tout le confort? Est-ce que je vais avoir la salubrité? Est-ce que je vais avoir la pérennité? Est-ce que je vais avoir la beauté du lieu, etc. Est-ce que quand on m'aide, c'est pas un peu restrictif? Et aussi, est-ce que quelque part, il n'y aurait pas le moyen d'avoir une approche globale finalement? Exactement. Parce que ça, ce qu'on appelle l'approche holistique, quoi. Alors qu'on a une somme de moyens qu'on met à notre disposition qui des fois correspondent, qui des fois s'opposent. Mais de toute façon, assez rarement, je pense, on t'a demandé tes objectifs à toi. Complètement. Ouais. Et c'est pour ça que moi je me retrouve dans ta philosophie, c'est parce qu'on a la même, c'est celle d'une vision globale de l'habitat, où finalement le respect de l'environnement, le respect de l'être humain doivent en fait se marier et concorder pour accéder à un projet, comme tu le dis très bien, pertinent. Oui. Et pour ça, il faut évidemment considérer l'habitat au global. Voilà, avec comme plein de critères différents. Et on a une habitologue, Pascal, qui nous a un jour, tout à fait comme on est en train de le faire là, elle nous a dit la chose qui résume tout: faut trouver à satisfaire l'habitat et l'habitant. Il y a un couple, habitant-habitat ou habitat-habitant, peu importe, mais on doit faire que les deux se rencontrent. Exactement. Et oui, ben écoute, heureux de se rencontrer parce qu'effectivement, c'est pleinement notre objectif commun. Ouais. On s'est bien compris sur les objectifs. Alors maintenant, pour être sûr qu'on se comprenne sur le bien, oui. Donc on va partir d'un plateau. Oui. Tu l'as choisi volontairement comme la majorité des constructions en France, par pas. Donc tu n'es pas parti sur ce qui est réputé comme étant le plus respectueux de l'environnement, le plus machin, le plus truc. Mais voilà, c'est une réalité. En France, on a du parpaing. Exactement. L'objectif aujourd'hui de notre rencontre, c'est de voir comment, depuis ce plateau, on peut arriver jusqu'à un habitat le plus agréable possible, le plus joli possible, le plus performant, le plus durable, le plus confortable, le plus salubre, etc., etc. Et voir phase par phase comment ce projet pourrait se mener. Exactement. C'est ça. Exactement. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va pouvoir effectivement aller voir ce bien. Parce qu'il faut quand même que de visu, on se rende compte. Tout à fait. OK. C'est un duplex donc, situé à La Bresse, dans les Hauts-de-Vosges, qui fait 36 mètres carrés au sol et 15 mètres carrés loi Carrez à l'étage. Donc en tout, il y a 57 mètres carrés loi Carrez. C'est à peu près un carré. En fait, ça fait à peu près 6 mètres sur 6. Donc la maison a été rénovée. Par contre, mon duplex à moi a été construit sur l'ancien garage. Donc j'ai un mur qui est ancien. Et sinon, il y a 3 murs qui ont été créés en fait, pour finaliser le duplex. D'accord. Et donc tes menuiseries, on l'a complètement neuves. Complètement neuves. Donc oui, j'imagine qu'on t'a mis de bonnes menuiseries. Oui. Et alors c'est vrai que l'étude du bien a été faite par un bureau d'études. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été pensé avec une terrasse plein sud selon les normes RE 2012. D'accord. Donc il y a déjà des choses qui ont été mises en place et qui sont suffisamment cohérentes par rapport au bioclimatisme, par exemple. D'accord. Donc avec des surfaces de vitrage, d'éclairage, de chauffage naturel. Il me qui semble. sont déjà prises en compte. D'accord, d'accord, c'est très bien ça, c'est très bien. Okay. En ce qui concerne l'isolation, aujourd'hui il y a un bardage en bois à l'extérieur, par au-dessus des murs en parpaing. Par contre, je n'ai pas d'autre isolation extérieure ni intérieure. D'accord, il n'y a pas quelque chose qui a déjà été mis sur les murs. Ok. Oui. Donc ma deuxième question, l'état de ton sol. Donc tu nous as dit que c'est une maison qui a été agrandie, qui est sur un garage. Est-ce que là aussi il y a ou pas une isolation qui a déjà été prévue au niveau du sol et l'état de ce sol. Est-ce que tu es brut de dalle? Est-ce que tu as déjà quelque chose dessus? Aujourd'hui, il n'y a pas encore de chape qui est faite, donc je n'ai pas d'isolation particulière, si ce n'est finalement un autre appartement qui est juste en dessous du mien. Au-dessus de moi, par contre, il n'y a personne, donc j'ai vraiment les combles au-dessus du premier étage. Donc je n'ai pas d'isolation en place particulière. D'accord, donc les combles, toi, tu vas être directement sous les toits. Exactement, je suis sous les toits. Donc, duplex, la partie haute, c'est la sous-pente. Exactement. D'accord, d'accord. Et là, il n'y a pas non plus d'isolation, il n'y a rien. Non.
Donc au-dessus de toi, il y a des tuiles. Exactement. Au niveau des réseaux, au niveau de tout ce qui va être fourni, tu vas avoir besoin d'électricité, à moins que tu veuilles une autonomie totale, mais s'il n'y a pas de terrain et si le toit est partagé, ça ne va pas forcément être très simple. Oui. Hein. Mais on verra sur place, localement, s'il y a quelque chose de possible. Tu vas avoir besoin aussi de chauffage. Oui. Tu vas avoir besoin d'eau chaude. Oui. Tu vas avoir besoin d'eau, j'imagine, qui est quand même, il y a un réseau de distribution d'eau. Oui. Voilà, ok. Et au niveau de l'électricité, on est en zone de montagne. Est-ce que tu aurais l'immense chance d'être sur une commune, il y en a peu, mais qui produit de l'électricité et qui a une régie et qui vend l'électricité via une régie communale? Oui, tout à fait. La Bresse est d'ailleurs la seule commune des Vosges qui bénéficie d'une régie municipale et qui fournit en fait de l'énergie hydraulique qui est produite par la ville. C'est extraordinaire, ça. Donc, qui est de l'énergie renouvelable et qui est produite directement sur place pour les habitants. Et sinon, au niveau du chauffage, donc tu nous as dit que c'était un plateau. Oui. Que ce plateau dépendait donc d'une collectivité quelque part, puisque c'est une maison où il y a 6 appartements au total, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous avez une chaudière collective? Non. Tout sera indépendant pour mon duplex à moi. D'accord. Les autres ont peut-être une chaudière, ça tu sais pas ou... Il ne me semble pas. Il me semble que chaque appartement est vraiment indépendant. Ok. Donc ça c'est encore l'aberration de la politique française où chacun produit sa propre énergie, enfin sa propre, pas énergie, son propre chauffage, et pour ça a son propre équipement. Donc au lieu d'avoir un équipement commun qui est plus facile à gérer, oui. qui est plus facile à entretenir, qui est moins coûteux à l'installation, hein, ce qu'on appelle le débours environnemental sur installation, parce qu'on pense toujours au débours économique. Oui. Mais tu es sensible à la chose, ça je le sais. Quand on fait quelque chose, on émet du CO2, Bien entre sûr. autres. Hein. Et donc, chaque fois, si on multiplie, on a 6 petites chaudières, c'est forcément plus d'émissions de CO2 Bien que sûr. si on a une grosse chaudière. Bon, on ne va pas faire la révolution sur cet ensemble immobilier. Et donc, toi, tu vas, comme les autres, devoir avoir ton propre système à toi. Oui, exactement. Donc, on va avoir un débours environnemental sur installation qui va être plus élevé qu'il aurait pu être s'il y avait eu une globalité d'approche. Mais là encore, c'est bon, la politique qui... En France, on a toujours dit, pour gérer bien son chauffage, il faut avoir son propre système de chauffage, il faut avoir sa chaudière. Non, c'est une aberration, ça. Mais bon, voilà, on est dans une situation Dans un déterminée. cas courant. Voilà, d'accord. Donc ça, on pourra voir localement parce que est-ce que tu as des conduits feu? Est-ce que tu as la possibilité d'installer un poêle? Est-ce que tu as des velléités d'installer un poêle? Est-ce que tu peux avoir du bois bûche, etc. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de avec quoi je vais chauffer? Oui, alors s'agissant d'un bien qui va quand même être mis à la location et puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espace de stockage, ou en tout cas ça nécessite une logistique et une manutention, je ne serais pas forcément partie sur un système de chauffage à bûche, ni à granulés, même si c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, mais de mon regard à moi que j'en ai pour l'instant, mais j'attends tes retours à toi, c'est pas la solution qui me semble la plus adaptée à ce bien-là. Moi, je serais bien partie sur un chauffage au sol, mais là encore à voir si ça te semble pertinent, toi, au moment de l'analyse pour ce bien-là. Tu as apporté une partie de la réponse qui me semble être bonne, qui me semble, hein, après, je n'ai pas, moi, la réponse absolue, hein, je ne suis pas celui qui va te dire fais ça, fais ça, fais ça. On va avoir des orientations, mais effectivement, ton bien, au moins au départ, va être loué de temps en temps à la demande en fonction de gens qui vont vouloir tester des choses, se rendre compte de choses. Donc, tu ne vas pas avoir une exploitation continue. Tout à fait. Donc, il faut que tu aies un temps de réponse rapide par rapport à ton besoin. Or, un basse température en dalle, en plancher chauffant, c'est quelque chose qui a une assez forte inertie et qui demande d'être mis en route avant et qui va avoir sa pleine efficacité peut-être au moment où ils seront repartis. D'accord. Donc, en gros, s'il faut que tu mettes en route 2 jours avant pour qu'ils soient bien quand ils sont là, et que par contre, ça va être bien encore 2 jours après et ils ne seront plus là, quelque part, on aura mangé de l'énergie pour rien. Oui. Et quand on mange de l'énergie, eh ben, à nouveau du CO2, à nouveau des bouleversements climatiques. Donc non, il te faut probablement quelque chose qui ait un temps de réponse plus court. D'accord.
Alors par contre, au niveau du confort également, là on part sur un plan plus général, je dirais, hein, au niveau du confort, le basse température en dalle, je le dis globalement, est quelque chose qui attire les gens, mais qui est un peu aberrant. Puisque le but c'est d'être dans le confort, et le plus souvent, les gens disent je veux un basse température en dalle parce que je ne veux pas avoir froid aux pieds. Ben, pour ne pas avoir froid aux pieds, on a plein de solutions. On a les charentaises, voilà. On peut ne pas les acheter à carreaux, on peut avoir des charentaises un petit peu plus pimpantes hein, que la tradition. On a les tapis épais, Oui. puisque notre problème de froid aux pieds, il est lié, on va faire un petit peu de technique. En fait, quand je touche quelque chose, c'est un rapport de conduction. D'accord. C'est-à-dire que le froid attire le chaud. Si je mesure la température de cette table, elle est probablement à la température ambiante, on va dire 19, 20 degrés, puisqu'on est dans un lieu qui respecte la législation. Elle est à cette température-là. Ma main, par contre, est à 28 degrés. Si tu poses ta main sur la table, vas-y, pose ta main sur la table, tu ressens quoi? Un peu frais? Un peu frais. C'est-à-dire que forcément, cette table qui est à 19 degrés prend des calories dans ta main qui est à 28. Le froid attire le chaud. Et donc, aussi longtemps que tu n'auras pas un équilibre de température entre les deux, tu auras un signal de froid et d'inconfort. Oui. Et par contre, si tu touches cette table qui est d'une nature chaude, je pense que les couleurs, toi qui es dans la déco, Bien sûr. la couleur chaude, ça te dit des choses, les matières aussi peuvent être chaudes ou pas. Et donc, une matière chaude, c'est une matière qui prend les calories, certes, puisqu'elle est plus froide, elle prend les calories. Par contre, la chaleur qu'elle prend, elle la garde là d'où elle vient, au plus proche. Et donc, j'ai un temps de réponse extrêmement rapide, comme quoi, en fait, mon temps de réponse, c'est chaud, je n'ai pas eu le temps d'avoir l'alerte que je suis dans l'inconfort. Alors que si cette table était en marbre, ce n'est pas le cas, mais on la toucherait et on aurait froid longtemps, parce que le marbre est quelque chose qui distribue la chaleur. Ça, c'est ce qui s'appelle la diffusivité. On ne va pas développer à fond la technique, hein, mais malgré tout, la diffusivité, c'est la capacité qu'a un matériau à prendre une calorie, une chaleur, et à la garder là d'où elle vient, du côté d'où elle vient. Ça veut dire que tu vas rester au chaud. Tu vas avoir une sensation de chaud. Par contre, quand la diffusivité n'est pas bonne, ça prend la chaleur, ça l'emmène ailleurs. Et comme ça l'emmène ailleurs, tu ne fais pas monter en température ce que tu es en train de toucher, donc ça t'en prend en permanence. Et au bout de quelques secondes, ton corps dit « attention Nina, tu vas te mettre dans l'inconfort, c'est pas bien, il faut que tu corriges ». Et nos pieds sont eux aussi extrêmement sensibles. Et si on est sur une dalle en béton, et on est passé de temps ancien où on avait des planchers bois, naturellement, ou planchers terre battue, ou des choses comme ça. Alors, on pense qu'on veut de la terre battue, oui, c'est de l'entretien, oui, c'est du nettoyage, oui, c'est pas salubre, etc. On est d'accord sur tout. Sauf que la terre battue, elle ne transporte pas la chaleur rapidement. Donc, c'est beaucoup plus confortable qu'un béton. Un béton, c'est froid. Et donc, comme les gens se sont dit, on va aller vers la modernité, on va aller vers le béton, parce qu'il y a eu une époque où toute invention nouvelle était, on le pensait en tout cas, une source de bonheur nouveau pour nous. Donc on a tous adopté le béton. C'est pour ça que tu as acheté en parpaing, parce qu'il y en a plein partout en France. Sauf que le béton, ça prend la chaleur et ça la transporte ailleurs. Donc les gens se sont dit, oh ouais, c'est bien, il n'y a pas d'entretien, mais alors, qu'est-ce que c'est inconfortable? J'ai froid aux pieds. Ah, très bien, monsieur, vous avez froid aux pieds. Écoutez, je vais vous inventer une chose, vous allez voir. Et on a inventé le plancher basse température en dalle. C'est-à-dire qu'on a dit, on va chauffer le plancher. Ouais, mais si, au lieu de chauffer le plancher, on avait simplement dit, tiens, on va mettre des tapis. Autrefois, on mettait des tapis. On était bien sur les tapis. Tout à fait. Maintenant, on fait du basse température en dalle. Sauf que le basse température en dalle, d'une part, ça nécessite qu'on isole dessous. Parce que si on n'isole pas dessous, cette chaleur, elle part ailleurs que pour mon profit. Et moi, je veux en profiter. Donc, c'est gâché, c'est dommage. Donc, mais cette isolation, à nouveau, c'est une consommation de ressources. Consommation de ressources, j'aimais. Des bourres environnementales sur installation. Oui. Et surtout, quand je fais ça, je me coupe d'une chaleur potentielle. Bon, toi, tu es sur le garage. Donc, le garage va assez peu te chauffer. Mais si je suis directement sur le sol, naturellement, hors l'influence de la température extérieure, est à 12-13 degrés. Et pour être
à une température de sol de 19 degrés qui sera la température ambiante, j'ai un gain de 6 degrés à faire. Mais si je m'en isole, je n'ai pas d'apport. Et l'été, je n'ai pas de rafraîchissement, puisque l'été, quand il fait trop chaud chez moi, mon sol est la dernière paroi qui n'est pas influencée par la chaleur environnementale, enfin qui nous environne, c'est-à-dire, hein. Et donc c'est le seul moyen pour qu'on ait encore une dernière surface qui nous pompe la chaleur qu'on a en trop dans notre maison et qui nous l'évacue. Et qui fasse que dans les maisons anciennes, on arrive, on a des murs très épais, on a un sol épais, etc. Et on dit « Ah, qu'est-ce que je suis bien, il fait frais !» Et ta construction en béton, qui est sur machin, qui est sur truc, tu n'auras pas ça. Donc, bon, on ne va pas remplir le garage de terre. Hein, ça serait une solution, mais bon, c'est peut-être pas celle-ci. Mais donc, au lieu d'aller sur du basse température en dalle, qui, tu vois, amène un résultat indéniable. J'ai chaud aux pieds. Mais cette chaleur aux pieds est à un coût environnemental terrible. Et on n'a plus le droit de faire ça. Eh bien, on devrait plutôt s'orienter vers, puisque tu veux être dans le confort, tu veux que les gens soient dans le confort. Oui. Et tu veux leur proposer des solutions, et là, on va leur proposer, probablement, hein, j'anticipe un peu, mais quelque chose d'assez novateur. On va dire, vous aimez le basse température? Oui. Vous aimez les surfaces rayonnantes? Oui. Et vous avez raison. Mais au sol, ça n'a pas de sens, parce que la surface en captation au sol, c'est mes pieds, et éventuellement, si je suis assis de dessous de mes jambes, mais même pas où j'ai posé mon fessier, puisque là, j'ai une interface qui empêche. Parce que, sans aller à fond dans la technique, mais les pertes de nos calories, en fait, l'inconfort, c'est quand on en perd trop, et que notre corps, ou quand on en capte trop, si c'est l'été. Hein, mais là, on est l'hiver, donc on a plutôt tendance à réagir l'hiver. Si on avait 40 degrés dehors, on penserait été. Hein. Mais donc, en tout cas, si on en gagne trop, ou si on en perd trop, notre corps nous dit tu es dans l'inconfort. Et quand on en gagne trop, on le gagne par réception de rayonnement. Et quand on en perd trop, on le perd principalement par rayonnement aussi. Le gros de nos échanges, le gros de nos pertes de calories de notre corps, pour 60%, c'est par rayonnement. On ne le voit pas, mais on émet des infrarouges en permanence et on échange en permanence avec tous ceux avec quoi on est en contact direct visuellement. C'est-à-dire que cette table qui est à 19 degrés, elle envoie du rayonnement. Elle t'en envoie un peu. Mais toi, tu en envoies beaucoup. Et la deuxième source de chauffage de cette table dans cette pièce, la première, c'est les radiateurs, c'est tout le système de chauffage. Mais la deuxième source, c'est nous. On la chauffe. Et donc là, on a un échange qui n'est pas terrible. Et donc, dans l'idéal, si tu veux, notre corps nous informe par rapport à la capacité qu'il va avoir à échanger, mais aussi le nombre de contacteurs qui sont là, hein, de micros qui vont dire « Attention, j'ai un capteur ici qui m'informe ». Et les capteurs sous les pieds, on n'en a pas beaucoup. Le maximum, on l'a sur notre face, comme ça, et notamment au niveau de notre tête. Voilà, tout ce qui est au-dessus, là, c'est 25% qui est là, à la fois des échanges et des capteurs. Et donc ça, quand je suis assis, là, j'ai du rayonnement qui m'arrive mais de loin. Alors que si je mets dans le mur, par exemple, je suis en direct par rapport au mur. Et donc, c'est très bien, le rayonnement. C'est formidable, mais pas au sol. D'accord. Au mur ou au plafond. Ok. Donc, tu vois, on est parti un petit peu dans la technique, mais c'est intéressant de savoir comment les choses fonctionnent. Complètement. Et c'est ça qu'il faut qu'on explique. Et ça, les gens ne sont pas habitués à avoir des murs rayonnants. Et quand ils vont arriver, ils vont dire « Ah, on est très bien chez vous, Madame Nina. Comment avez-vous chauffé votre maison ?»« Ah, mais j'ai fait, etc. » Et là, d'un coup, comment ? Le mur est chauffant, mais je le touche, il n'est pas chaud. Ah non, il n'a pas besoin d'être chaud. Il a besoin d'être à une température suffisante pour vous envoyer un rayonnement, pour que vous soyez bien. Et dans les travaux que vous allez envisager, moi, Nina, je vous conseille effectivement de la déco, mais ne la faites pas n'importe comment. Faites-la sur quelque chose qui vous amène du confort. Et là, d'un coup, ta profession, la mienne, ben voilà, on est bien dans la main. Et on tend vers l'holistique du bâtiment. Et là, d'un coup, mais on va faire le bonheur de je ne sais combien de personnes. Et donc par rapport à ce chauffage par les parois, donc dans les murs, est-ce que le temps de réponse est suffisamment court dans un logement en locatif saisonnier? Oui, alors,
Ben oui, effectivement, puisque je t'ai dit tout à l'heure, le rayonnement, il faut qu'il y ait un temps de réponse, etc., etc. Alors oui, il est suffisamment court, c'est-à-dire que quand on le fait par la dalle, on travaille sur une épaisseur quand même relativement importante. On a un carrelage dessus qui a une émissivité. Alors là, c'est encore une autre notion. L'émissivité, c'est la capacité à recevoir du rayonnement et à le renvoyer. Et tout ce qui est... enfin, pas tout ce qui est minéral, puisqu'on va parler aussi de minéral qui a une bonne émissivité. Comme quoi, tout est simple, mais pas plus que, comme dirait Einstein. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, un basse température en dalle, il est relativement épais. Il y a un carrelage et tu as un matériau qui transporte beaucoup de calories, qui part dans tous les sens et ça ne favorise pas un rayonnement rapide et important. Alors qu'on a des matériaux simples qui sont en plus sympas. Enfin, j'imagine que la décoratrice que tu es adore les matériaux qui donnent un aspect d'épaisseur, de charge, voilà, il y a quelque chose, quoi. On n'est pas là, bon, voilà, on est dans un hôtel, bon, c'est assez impersonnel, les surfaces sont plates, c'est lisse, etc. Alors on aime bien des supports qui nous donnent de la chaleur. On est dans les bois, dans les bois, j'anticipe, on est dans les Vosges, dans les Hauts-de-Vosges, donc il y a le bois. Ça, on le connaît. Bon, c'est assez difficile d'installer un rayonnement basse température derrière un chauffage. Parce qu'on n'arrive pas à mettre la résistance dans le bois. Parce qu'il faudrait l'ouvrir, c'est complexe. Mais par contre, la terre, qui a un fonctionnement extrêmement simple et qui a un rayonnement, j'en parlais tout à l'heure au niveau des sols en terre battue, c'est quelque chose de chaleureux, la terre. Et la terre, c'est une nature naturellement chaude, dans des couleurs naturellement chaudes. On voit rarement de la terre en couleur froide. C'est pas naturel, la terre, c'est ocre, c'est marron, c'est noir, c'est chaud. Eh bien, on peut travailler avec, on va mettre un peu d'isolant pour empêcher les calories quand même, parce que même si on va travailler avec des matériaux qui ont une bonne diffusivité, qui vont garder du côté chaud, mais il y en a quand même un peu qui part. Donc il faut qu'on limite ce qui va partir, parce que le but c'est de chauffer bien, d'être dans le confort, mais de ne pas dépenser trop. Donc on va isoler un peu. L'isolation, on ne parle que de ça. Je pense que quand tu as consulté les gens, là, isolation, ça va, c'est la star. Il y a une star aujourd'hui, c'est l'isolation, et la deuxième star, c'est CO2. Alors là, CO2 et isolation. Et il y en a une troisième, on va vous aider. Formidable. Donc, en ce qui concerne la Terre, elle présente l'avantage, elle a plusieurs avantages. Il y en a un peu partout en France. Donc, si ça se trouve, la Terre qui est proche de chez toi, pas dans le fond du ravin, mais pas loin, tu vas avoir une Terre qui va arriver de 30-40 km. Bon, voilà, on n'a pas forcément toujours sur place. Eh bien, cette Terre, donc, elle va quand même être locale. Donc, on va être dans le localement distribué, acheté, économisé, utilisé, etc. etc. Et cette terre, on en met 3 cm, on n'a pas besoin d'en mettre épais. D'accord. Et elle rayonne fort bien. Donc elle a une émissivité qui est excellente, c'est-à-dire tout le rayonnement que je lui envoie, en grande partie elle me le renvoie. Donc déjà, c'est pas moi qui vais la chauffer, mais elle va me réchauffer. Par contre, quand elle reçoit du rayonnement, quand elle reçoit de la chaleur, elle a naturellement tendance à me la renvoyer. Elle a une bonne diffusivité, donc ça ne part pas trop vite, mais surtout elle me la renvoie. Et donc on va en mettre 3 cm, on n'a pas besoin d'en mettre plus épais, 3 ou 4 cm. Et donc là, le temps de faire monter un peu en température cette terre, tu vas avoir un temps de réponse de chauffage qui va être court, 2-3 heures, c'est bon, ça marche. Mais quand bien même ce ne serait pas encore mis en route, naturellement, les gens ne vont pas ressentir du froid, puisque déjà leur propre rayonnement va leur être renvoyé. D'accord. Donc elle travaille sur 2 façons à notre profit. C'est génial. Elle nous renvoie notre rayonnement, et elle en renvoie encore plus quand on lui donne de la chaleur pour qu'elle nous l'envoie. Et on va mettre un peu d'isolant derrière, pour pas que cette chaleur qu'on va lui donner, elle foute le camp dans le parpaing. Parce que alors, par contre, le parpaing, il distribue bien dehors. Alors là, il y va fort. Bon, tu as un peu de bois dehors, ça va couper un peu les fuites par rayonnement, mais malgré tout, ça va y aller, quoi. Donc oui, tu as un temps de réponse relativement court.
Et est-ce que du coup, cette terre que tu vas mettre par au-dessus, est-ce que je peux la recouvrir moi d'un autre revêtement par au-dessus, si je veux un autre esthétisme que de la terre, par exemple, ou est-ce que ce sera forcément un effet terre, si je pars sur cette solution-là? Alors, tu appelles quoi par autre aspect? Est-ce que c'est l'aspect lisse? Est-ce que c'est l'aspect couleur? Est-ce que c'est l'aspect matière? Ça va être notamment pour l'aspect matière. Est-ce que si je veux mettre un bardage bois à un endroit ou un papier peint ou de la peinture, par exemple, est-ce que c'est des choses qui vont être possibles par au-dessus ou est-ce que du coup, ça casse complètement l'effet de la terre? Alors, déjà, je me rends compte que je ne t'ai pas donné une info. C'est que, compte tenu qu'on a beaucoup plus de capteurs sur notre face que sous nos pieds, avec un tiers de surface en moins par rapport à une basse température en dalle, on a le même bénéfice de chauffage. D'accord. Donc on va déjà, du fait qu'on a moins de surface et qu'on va envoyer de l'eau à la même température, on va déjà consommer moins. On va ressentir mieux et on va avoir une surface limitée. C'est-à-dire que sur l'ensemble de tes murs, on ne va pas avoir la nécessité d'en mettre partout. On va avoir un peu de surface qui va être rayonnante, mais on n'a pas besoin d'avoir toute la surface qui est rayonnante. D'accord. On a aussi une possibilité de travailler sur le rayonnement en faisant des blocs rayonnants plus denses, plus épais et plus limités. Donc, ils laissent la possibilité, qui vont être des radiateurs, par exemple. Mais on peut aussi travailler sur des radiateurs. On n'est pas obligé de ne faire que du panneau rayonnant. Oui. Ça a beaucoup d'avantages, mais ce n'est pas forcément parfait. Hein. Et après, si par exemple, tu veux... Alors, ça veut dire que par contre, si tu veux avoir de la terre rayonnante, tu vas pouvoir dessus, si tu veux changer de couleur, par exemple, tu vas dire, ouais, c'est bien ta terre, papy, mais bon, attends, tout marron, on a le temps d'être dans la tristesse un peu quand même, je veux un peu de couleur gaie, quoi. Eh bien, rien ne t'empêche dessus de faire un surfaçage le plus lisse possible, voire de le compléter avec un enduit chaud lisse, par exemple, ou de travailler avec, au lieu, je parlais de terre, mais on peut travailler sur un enduit sable chaud, de quelques centimètres aussi. Hein, et cet enduit sable chaud, à ce moment-là, lui, ben, tu pourras faire un lavis de chaud, tu pourras faire même une fresque à fresco, hein, pourquoi pas, hein, et tu as plein de possibilités de déco. Et puis si quelqu'un dit, bah moi traditionnellement j'aime bien le blanc, donc je veux du blanc, et puis aujourd'hui tout le monde fait en blanc, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la couleur la plus chaude qui soit, voilà, mais bon, imaginons, bah, rien n'interdit sur une chaux de effectivement faire une peinture blanche. Après, on fera le choix de bonne peinture. Aujourd'hui, ça ne manque pas, on a plein de fabricants qui nous font des peintures tout à fait respectueuses de notre environnement. Donc oui, on a d'autres possibilités. Par contre, il est vrai que si tu veux, parce que tu es dans les Vosges et en montagne, n'avoir que du bois, il va falloir qu'on trouve d'autres systèmes. D'accord, ok. Mais on va en trouver d'autres. Maintenant, que du bois, peut-être qu'on peut quand même avoir un mur, une partie qui va être avec de la terre, ou qui va être avec un enduit chaud. D'accord. Ou même un plâtre. Un plâtre, il fonctionne bien aussi. Tu vois, on n'est pas obligé. Et donc, un plâtre, pour le coup, voilà, tu vas avoir un aspect parfaitement lisse, etc. On va faire un plâtre à l'ancienne. Et est-ce que... c'est intéressant parce que du coup, là, ça veut dire que vraiment la solution technique en termes de chauffage et de confort doit se marier aussi avec l'aspect esthétique qu'il va y avoir derrière. Donc, encore une fois, c'est une question de pertinence et de compromis. La même chose. Tout doit se lier. Exactement. Et là, du coup, on a d'autres gens dont on n'a pas encore parlé qui vont... On ne va pas être à deux mains, on va être à 3, 4, 5, 6 mains. Et notre rôle à nous, ça va être aussi ton rôle, le mien, celui des habitologues, celui des décorateurs que tu vas former, de former eux aussi les artisans avec qui ils vont travailler, de dire aux plaquistes, ben, tu vas mettre un peu moins d'isolation. On va peut-être pas travailler en placo, on va peut-être passer au fermacelle. On va peut-être même, tu vois, aller vers une canisse et puis là-dessus, on va faire un enduit plâtre, épais, où on va faire un enduit chaud sable, mais avant d'enduire, ton copain chauffagiste, on va lui avoir fait mettre des serpentins et on va en faire un mur qui va nous chauffer, nous irradier. Et donc, ben, tu vois, d'un coup, il y a plein de mains, quoi. Mais nous, ça y est, on s'est compris. Tout à fait.
mais les artisans, on a encore un peu de boulot, mais ils demandent à progresser. Bien sûr, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de prendre ce chemin. Oui. On a un gros travail à faire aussi avec nos partenaires, parce que nous ne sommes pas des gens qui sont là pour embêter les artisans, ce sont nos partenaires, on a besoin d'eux. Ah oui. Mais ils ont besoin de nous pour progresser. Et il faut qu'ils admettent que, quelque part, on remette en cause ce qu'ils faisaient, puisqu'on est en train de nous dire « Ouais, mais c'est pas bon ce qu'on a fait ». Bah, si c'est pas bon, il faut qu'on fasse autre chose. Et cette autre chose, bah, ça ne va pas être la même chose que ce que tu faisais. Parce qu'une fois en plus, Einstein disait, on ne résout pas un problème avec les gens qui l'ont généré en utilisant les mêmes méthodes. Donc, ah bah oui, il avait raison cet homme. Hein. Il en a dit des choses, Einstein. Il en a fait. Hein. Mais donc voilà, ça c'est important. Hein. Et donc, oui, on va avoir beaucoup à former les gens. Ouais. On va avoir beaucoup à les former. Bon, il y a plein de nouveaux artisans qui arrivent, qui justement ne sont pas passés par les écoles. Donc ils n'ont pas été formatés. Et donc peut-être que l'avenir des artisans avec qui on va travailler, ça va être des gens qui auront été formés par les écoles, mais à qui on va apporter d'autres compétences et à qui il va falloir qu'on dise, il faudrait que tu en oublies un petit peu pour que tu apprennes de nouvelles choses. Alors que beaucoup d'artisans qu'on voit arriver, je pense que tu les vois dans la déco aussi, des gens, ils ne sont pas passés par les écoles. Et en fait, ils sont arrivés parce qu'ils sont... Et c'est très bien, parce qu'ils sont venus là, parce qu'ils adorent ça. Ils s'épanouissent. Ils y resteront peut-être pas 50 ans. Mais le temps où ils vont s'épanouir et ils vont nous apporter, nous, on peut leur apporter. Et là, quelque part, ils seront en accord avec nous, on sera en accord avec eux, et nous serons tous les trois, enfin tous les deux, avec notre artisan, en accord avec le troisième, qui est l'occupant. Et donc là, on va avoir l'habitant, celui qui a analysé, celui qui a conseillé, et celui qui a réalisé. Et là, d'un coup, si on arrive à faire ça, c'est bon, quoi. C'est bon. Je ne suis pas sûr qu'à nous seuls, on va sauver la planète. Mais en tout cas, on ne va pas contribuer à la dégrader encore. Hein? Donc, voilà, ça, c'est l'objectif. Mais il ne faut pas non plus qu'on arrive comme étant, moi je sais, et toi tu es artisan, tu soudes, tu visses, tu taloches, et pour le reste, c'est moi qui te dis ce que tu dois faire. Non. Oui, et au contraire, je pense qu'il y a aussi ça qui a ils ont beaucoup à nous apporter, ces gens-là. Il faut que tout le monde travaille main dans la main. Ah ben attends, il y a une expression qui est extraordinaire, le savoir-faire de l'homme de l'art. Il y a trouver des gens qui existent déjà, ça, on y travaille. Comment on arrive à convaincre un artisan, parce que c'est pas rien. Et on travaille effectivement à apporter la compétence à toute personne. Il y aura une formation pour apprendre à créer son propre réseau, à le gérer, à le faire vivre. Génial. Donc on y travaille. Génial. Mais ça n'est pas encore, c'est quelques mois encore. D'accord, bon. Voilà. Nous voici à la Bresse, chez toi. Oui. Nous sommes arrivés dans le lieu où tu vas installer ce centre de démonstration, d'habitation, etc. Oui. Voilà. Donc, c'est en travaux. C'est formidable, puisque pour le moment, à part l'enveloppe, le gros œuvre, donc mur, toit, menuiserie, et le bardage extérieur, et les chéneaux pour capter l'eau, tout est à faire. Exactement. Donc on part vraiment d'une page, pour ce qui nous concerne, agencement, aménagement, déco, page vierge. Page blanche. Page blanche, c'est le top. Eh bien on y va. Allez, c'est donc tu nous fais faire le tour du propriétaire? Alors la dalle déjà, voilà. La dalle, ça c'est l'ancienne dalle du garage. Alors on sent que c'était une dalle qui était avec écoulement. On a abordé les toitures terrasses dans notre formation. Et là, on le voit bien, là, on a la rase droite parce qu'on a eu affaire à des bons maçons qui sont partis 2 niveaux pour monter leur parpaing. Donc ça, c'est ces dalles extérieures. On dit une dalle plate, oui elle l'est, mais elle n'est pas horizontale. Elle est toujours avec un petit écoulement. Donc là, c'est très bien, c'était du bon boulot. Lorsque tu vas travailler tes sols, il va falloir que tu rattrapes ce niveau-là. Et ici, j'ai aussi un peu les bruits. En fait, comme je suis un peu en hauteur, j'ai aussi les bruits de la ville qui remontent un tout petit peu. D'accord. Donc, il y a quand même besoin d'une isolation acoustique. Voilà. Alors là, tu en auras beaucoup moins de bruits qui vont remonter de la ville quand ta terrasse va être finie. Oui. Parce que tu vas avoir un écran naturel qui va bloquer les remontées. Par contre, ici, il y aura toujours la route qui passe. La porte sera toujours une source de faiblesse. Bon,
Je pense que là, on vient d'en entendre une de voiture passer, mais on entendra beaucoup moins que ça, puisque actuellement, la faiblesse, ce sont les parpaings. Oui. Mais quand on aura tout fait ce qui doit être fait, la faiblesse, ce sera ça. Donc on a ici, allez, 30-35 mm d'épaisseur de bois, et on n'a rien d'autre. Donc là, tu as une faiblesse phonique, parce que 30-35 mm de bois, c'est un seul matériau, donc on n'a pas cet effet masse, ressort, masse, on n'en a pas trois, et on n'a pas l'effet de différence d'épaisseur dans les deux masses, qui sont, alors ça c'est important au plan phonique, pour les gens qui aménagent chez eux, le principe du phonique, on arrête un bruit à l'émission. Là par exemple, si on veut pas entendre des cloches, il faut qu'on les empêche de sonner, mais elles sonnent, donc on les entend, mais c'est sympa. Oui. Voilà. Et donc, le bruit s'arrête normalement à l'émission. Lorsqu'il est entré, il est extrêmement difficile de s'en défaire. Pour deux raisons. La première, c'est que d'un point de vue physique, la propagation est partie. Il faut qu'elle sorte. Et d'un point de vue psychologique, quand on a entendu un son, quand bien même il n'existe plus, et qu'on nous demande « est-ce que ce son te gêne encore ?» Oui, on l'entend encore. Alors qu'en fait, on ne l'aimait plus. Ouais. Donc, c'est dans la tête, quoi. Que dire d'autre par rapport au plan général? Alors, de ce que je vois, moi, ici, il y a eu une erreur qui a été faite. Ok. Mais elle est faite. Tu as des volets roulants. Oui. Avec un caisson à l'intérieur. Oui. Et les volets roulants avec le tableau qui se déplie derrière. Et les gens nous mettent des volets roulants. L'administration nous dit, mettez des volets roulants, on va vous aider, on va vous subventionner, les fameux réseaux fer, etc. Ça fait partie des choses qui sont aidées. Sauf que ça change quasi rien, thermiquement parlant, puisqu'on a un petit truc qui fait 10 mm d'épais, qui est rempli de polystyrène, mais qui n'est absolument pas étanche dans sa périphérie, puisque voilà, l'air passe. Donc on a ensuite un grand espace entre le volet et la menuiserie. Or, quand on dépasse 20 mm d'épaisseur d'air, on peut avoir une convection qui se met en place. Par contre, on a une certitude, c'est qu'on a créé une faiblesse de l'étanchéité au vent. Oui. Ça, c'est certain. Et que lorsque tu vas vouloir isoler, eh bien, l'épaisseur des caissons, bah, c'est mort, quoi. On ne peut pas isoler. Donc, en fait, croyant qu'on allait corriger thermiquement quelque chose, on a généré thermiquement une faiblesse. On parlait d'effusivité. Oui. Il faut savoir qu'on parle de ressenti de froid quand on s'approche d'une menuiserie. On dit « Ah, je ressens du froid, ça rayonne froid ». Alors, ça ne veut rien dire rayonne froid. Ça rayonne à des niveaux plus ou moins élevés. Rayonner froid, ça veut simplement dire que moi, humain, j'émets plus de rayons que je n'en reçois de l'objet dont je me suis approché. Et le verre a un rayonnement qui n'est pas bon. Son effusivité n'est pas bonne du tout. Donc on ressent du froid quand on s'approche d'un vitrage. Et toi qui es spécialiste de la déco, le meilleur traitement thermique que l'on puisse faire contre un ressenti de froid d'une menuiserie, d'un vitrage ou autre, c'est un double rideau. On n'a rien inventé de mieux. Un rideau, c'est déjà bien, mais double, c'est encore mieux. Parce qu'on a deux membranes qui ne sont pas caloporteuses, qui ont une bonne diffusivité, qui ont une bonne émissivité et qui emprisonnent un matelas d'air au milieu. Et là, thermiquement, c'est infiniment plus efficace que de mettre des volets roulants. D'accord. Mais voilà, on va pas les faire enlever. On peut dire qu'au niveau de la nation, au niveau globalement de la France, le discours convenu et qu'on entend strictement partout sur les ondes de la part des dirigeants politiques, de la part des influenceurs, etc., c'est il faut éradiquer la passoire énergétique. Déjà, rien que le mot passoire énergétique, ça veut dire on a quelque chose qui fuit. Une passoire, c'est une casserole. La casserole, c'est étanche. Pour qu'elle fuit, on a fait des trous dedans. Donc, quand on dit d'une maison que c'est une passoire énergétique, en gros, on est en train de nous mettre dans la tête que les calories foutent le camp. Parce que c'est pas bien hermétique. Donc il faut qu'on rende hermétique aux fuites de calories. Et ça, bah, effectivement, ils ont raison, c'est l'isolation qui le fait. Mais si c'est essayer de chauffer le plus haut possible avec le moins de consommation, c'est bien, il faut faire ça. Mais si c'est je veux du confort, eh bien ça n'a aucune influence sur le confort. Parce qu'à ce moment-là, il faut monter à 22, 23, 24 degrés
pour être dans le confort, pour avoir moins de 6-7 degrés d'écart entre notre température de surface de peau et tous les éléments qui nous entourent, le fameux rayonnement dont on a parlé ce matin. Et ça, c'est assez malsain. 2, c'est coûteux. Alors, pas tellement en chauffage, parce que si c'est bien fait, effectivement, c'est performant. Donc là-dessus, ils ont raison, ce n'est pas un mauvais discours. Mais c'est coûteux en fabrication, installation, et donc c'est une grosse dépense environnementale sur installation. Et ça, c'est déjà des émissions de gaz à effet de serre. Et si, à l'amortissement, on n'économise pas suffisamment pour compenser cette dépense, on est allé dans le mauvais sens. Alors, l'autre solution, c'est de dire, il faut aller vers le confort. Et moi, je pense que si on va vers le confort, on n'a pas forcément tout non plus, parce qu'on peut être dans un confort excellent, mais à coût élevé. Il y a une troisième voie qui est de dire, je fais de l'isolation de façon raisonnable, et je vais faire du chauffage de façon raisonnable. On essaye de prendre le meilleur des deux mondes, en privilégiant une ou deux choses qui ne sont pas prises en compte jusqu'à présent, dans le paradigme actuel. On va partir de l'idée que c'est occupé par des gens qui sont doués de ressenti, parce que pour le moment, on nous dit, dans le paradigme, que selon les calculs, quand on met dans un tableur, ça nous dit que, mais on n'est pas des tableurs. Je ne suis pas un tableur, tu n'es pas un tableur. On ressent. Et à partir du moment où on ressent, il faut qu'on tienne compte de ces ressentis. Et ces ressentis sont liés à l'humidité relative, à la stabilité de l'air, à la stabilité de la température et au rayonnement. Voilà, on y revient toujours. Au lieu de partir sur une isolation épaisse avec des parements légers qui ont une émissivité et une effusivité pas terribles, mais qui permettent de se tenir à une température relativement élevée pour pas trop cher en consommation, au lieu de tout miser sur rien que du confort en disant on se fout pas mal du prix que ça va coûter, on va isoler un peu, on va mettre un parement qui va nous générer du renvoi, donc qui va travailler, du renvoi de rayonnement, qui va travailler sur l'effusivité, et on aura effectivement le meilleur des deux mondes. Alors, sauf que là, tu vois, les menuiseries ont été posées, on applique à l'intérieur, et il va falloir, enfin c'est pas faux, c'est pas sauf que, non, il va falloir qu'on s'adapte à ça. Maintenant, on va aborder un peu le côté solution. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Donc, on va regarder les solutions pour traiter le bas, traiter les côtés, traiter le haut. Et après, on va regarder, si tu le veux bien, comment on organise ces solutions-là, mais avec le reste. Parce que là, pour le moment, on parle que de notre confort, mais on n'a pas d'éclairage, on n'a pas de chaude, on n'a pas de baignoire, on n'a pas de douche, on n'a rien de tout ça. Et donc, dans ce second temps, on va voir comment on coordonne, comment on cadence les choses pour avoir une certaine logique. Alors, au niveau du sol, comment faudra-t-il que tu fasses? Tu nous as dit ce matin, c'est un garage qui est dessous, qui est habité. Ok. Donc, mais je ne sais pas s'ils seront là toute l'année. Ok. Donc, on a parlé du son tout à l'heure. Le son pose problème là où il est émis. Oui. Donc, tu es celle qui est au-dessus de ceux qui sont en dessous. Donc, on doit avoir le souci de ceux qui sont en dessous. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, pour ça, il va falloir qu'on en tienne compte. Parce que tu vas avoir des bruits aériens et tu vas avoir des bruits de choc, de structure, parce que tu marches, etc. Donc, les bruits aériens, si tu mets de la masse, en gros, ça va déjà s'arrêter pas mal, puisque tu as une grosse masse dessous. On va mettre un peu d'isolant au milieu et on va remettre une masse dessus. D'accord. Donc, on a bien masse, ressort, masse. Donc, au niveau du bruit, globalement, on est déjà bon. Donc là, il va falloir faire, dans un premier temps, ce qu'on va appeler une chape de ravoirage ou de rattrapage. Tu vas partir du point 0 ici et tu vas faire plan tout autour. Là, tu le fais avec, tu mets une chape, mais du sable et du ciment, mais le moins possible de ciment, très peu de ciment. On dose à peine. Et si je fais un béton d'argile, est-ce que ça convient ou pas? Dessous, non. 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 Dessous, il faut que tu aies quelque chose qui soit plus simple. D'accord. Qui soit vraiment accessible à tout un chacun. Et là, parce que le béton d'argile, c'est très bien le béton d'argile, mais il va falloir que tu trouves l'artisan pour le faire. Oui, j'en ai trouvé un, mais...
Ah, bravo, félicitations. Par contre, ça a un certain prix. Alors que si tu fais, là, le but de cette chape qui va être faite, elle est uniquement de rattraper les niveaux. D'accord, très bien. Donc là, on n'a pas besoin de quelque chose de technique. Ouais. Et certes, le ciment Portland est générateur d'émissions de CO2, mais il ne fait pas que ça. Parce que là, si on fait une chape sable et un peu de ciment, on va mettre très peu de ciment. D'accord. Du style 7 ou 8 seaux de sable pour même pas un seau de ciment. Le but du ciment est d'empêcher que le sable, par vibration, les grains se détachent les uns des autres. Mais c'est tout. Et les anciens, autrefois, quand ils posaient du carrelage, le posaient sur lit de sable. C'est-à-dire qu'ils ne mettaient même pas de ciment, même pas de chaux. Et ça a tenu comme ça pendant des siècles, quoi. Hein? Et donc, moins tu mets d'eau, donc plus ce tirage va être à sec, moins il va y avoir de différence d'altitude quand ça va sécher. Et il faut que tu aies simplement un tout petit peu de sable. Par exemple, quand on veut fixer un rattrapage de niveau ou une règle qui arrête une moquette, on essaye de la faire prendre sous le carrelage, et si on est dans une maison ancienne, ben on ne peut pas cheviller. Parce qu'on est précisément dans un truc qui n'a aucune tenue. Juste résistance mécanique pour empêcher que ça flue un peu dans tous les sens. Donc ça, tu vas faire ça là-dessus, tu vas rattraper ton niveau. Là-dessus, tu vas pouvoir travailler avec soit de la granule de liège, soit des plaques de liège, soit de la laine de bois haute densité susceptible d'amortir, d'encaisser une résistance au tassement. Mais comme dessus, on va travailler avec quelque chose qui va être continu, non pas en poinçonnement, on va avoir une répartition de charge au centimètre carré qui est assez peu importante, hein, donc, puisque tout se répartit. Et donc, là, ouais, une plaque, quelque chose, 3-4 cm, qui soit réellement posé en continu. Dessus, tu vas pouvoir avoir deux solutions. Soit tu vas partir sur une finition bois, soit tu vas partir sur une finition minérale. J'ai comme l'impression que tu ne serais pas contre avoir quelque chose qui soit à base de terre. Oui. J'ai cru comprendre ça. Hein. Donc, c'est parfait. Et il faut que tu te renseignes bien sur l'épaisseur qui lui est nécessaire pour te faire un travail de qualité. Tu vas ajouter à cette épaisseur-là les 4 cm et tu sauras à quel niveau tu vas devoir faire ta chape de rattrapage. Oui. On va travailler en marche arrière. Sachant que tu vas finir à environ 1 cm sous le niveau des portes pour que quand on les ouvre, oui. Le moindre gravier ne vienne pas nous faire raboter tout, quoi. Hein, tout à fait. Voilà. On va déjà parler un petit peu quand même de cadençage. Oui. Tu as là de la plomberie. Tu as ton évacuation des eaux usées qui est là. Oui. Hein. L'idée était aussi pour moi d'être cohérente en consommant le moins de tuyauterie possible. Voilà. Sachant qu'à l'étage, pour avoir de l'isolation, on va redescendre beaucoup quand même. Hein. Et donc, partout où tu vas avoir des gaines qui vont se balader, y compris pour ton électricien, y compris pour ton plombier chauffagiste, tous les réseaux, si possible, les passer dans l'épaisseur qui va être soit pour le plombier chauffagiste au-dessus de ton isolant phonique, qui va aussi servir d'isolant thermique. C'est-à-dire que tu vas mettre tes gaines, ton réseau d'eau dans la partie chaude, sauf pour l'évacuation, parce que ça, on s'en fout un peu. D'accord. Hein. Mais l'électricien, lui, il peut être dessous ou dessus, c'est pas dramatique. D'accord. Hein. S'il est en partie chaude, c'est quand même mieux. Au niveau du sol, il va falloir, pour avoir une isolation de qualité, que tu aies une étanchéité à l'air qui soit la meilleure possible. Oui. Hein. Et donc, tu vas avoir une faiblesse, comme on a tous, autant qu'on est, c'est par les réseaux. Parce que nos réseaux, on essaye de les passer tous en partie chaude, sauf que là, pour passer ton réseau de gaine électrique en partie chaude, à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir avoir une continuité parfaite au niveau du pare-vapeur, on en parlera quand on va parler de l'isolation, avec le sol. À un moment donné, tu auras une étanchéité parfaite au niveau du bâti lui-même, mais tu auras une ou deux gaines électriques qui vont te faire défaut. D'accord. Alors, en ce qui concerne l'isolation des murs,
extérieure, mais isolation par l'intérieur, Oui. pour être clair. Hein. Donc tu vas mettre soit un isolant fibreux d'origine végétale, laine de bois, laine de lin, laine de chanvre, laine de coton, laine d'herbe, etc. Des solutions, il y en a tant et plus. Oui. Ça, tu pourras trouver ça sur ma chaîne, ou sur mes écrits, ou dans mes bouquins, etc. Il y a tout ça. Hein. Et par ailleurs, une fois que tu as fait cette isolation-là, normalement, si tu prends cette option, il y en a deux. Hein. D'accord. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu as fait ça, tu vas mettre ton pare-vapeur qui va venir en continu mourir et se rejoindre et être marié et être collé sur les bords de tes châssis bois, tes châssis menuisés, qui va venir être également parfaitement jointive avec le solivage et qui va être collé sur l'étanchéité qu'on a faite en bas. D'accord. Donc là, on est bon. Après, tu vas faire passer ton électricien, ton plombier, qui vont te passer tous les tubes, toutes les gaines, tout ce qui les concerne. Et seulement après, toi, tu vas faire ton parement final intérieur, qui va être posé sur une structure indépendante. D'accord. Et qui va être une finition. Tu peux mettre une finition lambris, tu peux mettre une finition placo, pas le top. Tu peux mettre une finition Fermacell, qui est déjà meilleure. Hein. Il y a aussi des panneaux-terre, Panther par exemple, c'est une marque, mais il y en a d'autres. Hein. Donc on a pas mal de solutions pour les parements intérieurs. Sachant que, je crois comprendre que tu as acheté mon bouquin. Oui, tout à fait. Voilà. Tu vas voir, il y a un tableau à la fin. Oui, que je connais. Voilà. Et donc, tu choisis dans les parements ce que tu trouves qui a une effusivité la plus basse possible et une diffusivité la plus basse possible, en valeur. Parce que plus la valeur est basse, plus elle est performante. Mais j'ai des codes couleurs, hein, comme tu as vu, voilà, j'ai essayé de faire. Alors, les codes couleurs sont faits pour ceux qui cherchent l'isolation. Pour ceux qui cherchent la masse, c'est dans l'autre sens. Mais en règle générale, moi, je me suis adressé à la performance thermique et écologique. Hein. Ça, c'est l'option 1, extrêmement classique. Donc, c'est l'effusivité la plus basse et la diffusivité la plus haute. Non, c'est toujours, les deux doivent être de valeur extrêmement basse. D'accord. Elles ne s'opposent pas. Elles peuvent travailler ensemble. Ok. Souvent, les gens pensent, si une est basse, il faut que l'autre soit haute. Non, 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 ce n'est pas une balance. Les deux valeurs, c'est comme le lambda, c'est pareil. Plus le lambda est bas, meilleur il est. Plus la valeur de l'effusivité est basse, meilleure elle est. Plus la valeur de la diffusivité est basse, meilleure elle est. D'accord. C'est chaque fois 3 valeurs très basses. Ok, très bien. Et après, donc ça c'était l'option 1. Option 2, tu peux avoir aussi travaillé sur quelque chose de moins conventionnel, qui va être, au lieu d'isoler beaucoup, on va isoler un peu et on va travailler sur les parements intérieurs. Et là, ça va être beaucoup plus novateur. Alors, c'est possible à faire sur du parpaing, mais c'est encore bien plus conseillé sur des murs en pisé, en bauge, en pierre, des murs anciens massifs, où là, on a déjà une énorme masse et on nous dit, faut isoler, et on se coupe de cette masse qui présente un intérêt majeur. Et donc, c'est totalement ridicule. Hein. Donc, là, à ce moment-là, mais tu peux le faire ici. D'accord. Tu vas travailler sur quelques centimètres, 5, 6, 7 centimètres de correction thermique. Du coup, on ne fait pas une isolation, c'est bien une correction. D'accord. Dans de l'ancien, où tu as des murs qui ne sont pas tout à fait droits, où tu as de la surface, tu peux faire de l'épaisseur. Ici, on est limité. L'épaisseur, ce qui nous limite le plus, c'est les solivages extérieurs. Il faut qu'on arrive à venir mourir contre la dernière solive. Donc, ils nous ont mis les solives, voilà, on a ça, bon, bah, il va falloir qu'on fasse avec. Donc, là, la solution, ça serait de faire un enduit, un mortier de chanvre chaud, projeté, qui va venir, qui va être légèrement isolant, mais pas tellement, mais un peu quand même, qui va déjà avoir une bonne diffusivité. La diffusivité, c'est, pour rappel, quand la chaleur va arriver, par captation de rayonnement, on arrête un rayon, il se dissipe sous forme de chaleur. On fait monter en surface, on fait monter en température la surface. Cette surface tend à migrer un peu vers l'extérieur et hop, si on a un matériau à bonne diffusivité, eh ben, la chaleur, elle reste du côté où elle est arrivée. Et elle va renvoyer cette chaleur dans
le matériau émissif qui va être le parement final. Donc, dans des maisons anciennes, comme tu travailleras aussi sur des maisons anciennes ou tes élèves, donc terre, paille, parfait. Si tu utilises bien des matériaux tels que ceux dont on vient de parler, que tu mets une VMC dont on va parler après, que tu renouvelles l'air correctement, tu n'auras jamais de problème. J'ai fait aussi une vidéo qui est jusqu'où isoler raisonnablement. Il faut résoudre 80% du problème avec 20% d'action. Et ça, c'est déjà pas mal. Hein. Et donc, il faut jamais oublier que chaque centimètre d'isolant qu'on met fait son propre travail. Donc, on veut essayer que la chaleur ne parte pas dehors. Mon premier centimètre, il en arrête une partie et il y a un résiduel derrière. Mon deuxième centimètre ne va pas travailler sur la fuite d'origine, mais sur le résiduel de fuite. Et ainsi de suite. Au-delà de, vraiment, pour quelqu'un qui veut du très haut performance, au-delà de 12 à 14 cm d'isolant avec un matériau, j'ai donné des chiffres, un lambda de 0,040, donc c'est extrêmement classique. C'est la ouate de cellulose, la laine de lin, la laine de chanvre, la laine de bois, etc. On a la majorité, la laine d'herbe, tous ces matériaux-là, c'est entre 0,038 et 0,041. Donc, tu vois, à 0,040, on est dedans. Ouais. Au-delà de 12 à 14 cm, on continue à corriger, mais on ne corrige plus rien. D'accord. Si on n'a pas un amortissement en moins de 30 ans, eh ben, on va au-delà du raisonnable. D'accord, voilà. Je comprends. Il ne faut pas chercher la performance pour la performance. Donc, le sol, on a vu que finalement, la solution, a priori, vers laquelle je pense qu'il faudra que tu t'orientes, tu vas faire une isolation phonique qui va te couper de la transmission du bruit avec tes voisins du dessous. Oui. Pour ça, les isolants à origine végétale sont parfaits. Il faut que tu t'interdises tout contact rigide et continu, quel qu'il soit, même rien qu'un tire-fond, une cheville haute, c'est mort. Il faut s'interdire ça. Donc on a vraiment quelque chose qui est complètement coupé. Et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, on va avoir ce que les anciens appellent, enfin les anciens non, dans le bâtiment, on appelle quelque chose de flottant. C'est-à-dire que ça flotte, ça touche à rien, ni en périphérie. En périphérie, c'est pareil. Tu vas faire aller ton isolant jusqu'au bout, mais quand tu vas faire tes chapes dessus, tu ne vas pas les faire aller toucher le mur. D'accord. Il faut qu'il s'arrête avant. Ouais. Et pour s'arrêter avant, eh bien, tu mets une plaque une épaisseur de 2 ou 3 ou 4 cm de laine de bois, de liège expansé ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas que tu aies de contact entre les parties rigides de chez toi et ce qui peut transmettre à la structure. D'accord. Moyennant quoi, ça ira très bien. Hein. Très bien. Donc voilà, ça c'est la sage précaution à prendre. Donc là-dessus, tu vas faire une chape de propreté. Hein, où là, tu vas rattraper tes niveaux, mais tu vas mettre le moins épais possible. Et sur cette partie-là, tu vas venir, toi, mettre ton isolation extérieure. Ou, si tu pars, on a deux options. Option 1, j'isole conventionnellement. On va dire, mais au lieu de mettre des isolants minéraux ou pétrochimiques, tu vas partir sur des isolants d'origine végétale. Hein, laine de bois, laine de lin, laine de chanvre, etc., etc., etc. Et que tu vas mettre sur l'extérieur, 8-10 cm, mais on est de toute façon limité en capacité. Hein. Oui. Ou alors, bon, ton parement, il peut venir aussi sous les solives. Tu n'es pas obligé de le faire passer derrière. Oui, oui, tout à fait. Hein. Simplement, il y a un travail à faire après si on passe sous les solives. Voilà, c'est tout. Hein. La limite ici, c'est l'épaisseur de tes caissons de volets roulants. Oui. Donc jusque-là, bon, ben voilà, on peut y aller. Hein. Bon, on va peut-être pas mettre 25 cm non plus. Non. Hein, voilà. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu mets ton pare-vapeur. Et le pare-vapeur doit être en continu. Il doit être jointoyé avec toute la structure. Non seulement le mur de refend, par exemple, qui va être un mur de séparation, là, mais aussi avec ton solivage, mais aussi avec ta chape que tu auras faite en bas, et aussi avec tes menuiseries. Tout ça, ça doit être raccordé étanche. D'accord. Là, après, tu vas faire passer ton plombier, ton électricien, qui vont te mettre les réseaux là-dessus. Donc, sur ta chape de propreté, et donc, enfin, sur ta chape que tu as rafaite sur l'isolation, pardon, c'est pas la chape de propreté. Hein, mais eux ne doivent absolument pas
t'abîmer dans aucune manière, dans la limite du possible. Parce que là, l'évacuation des eaux usées, bah, elle va traverser. On n'y peut rien, c'est comme ça, il faut bien que ça parte. Mm. Mais donc, dans la mesure du possible, il ne faut pas qu'ils percent, qu'ils déchirent, qu'ils découpent, ou alors ils refont la continuité. Un pare-vapeur, la membrane qui régule les flux d'air doit être en continu, non percée, non déchirée et jointoyée. Ça, c'est les règles de base. Hein. D'accord. Et donc ça, c'est si tu pars sur l'option numéro 1 d'isolation. Si tu pars sur une option correction d'effusivité, au lieu d'isoler, tu vas avoir ton enduit, ta pierre qui est là. Hein. Tu vas à l'intérieur mettre un correcteur d'effusivité, béton chanvre chaud, béton pouzzolane chaud, béton liège chaud, mais la star, c'est, si tu as cette option-là, c'est chanvre chaud, chaîne vote de chanvre chaud. Tu peux aussi travailler avec terre paille, mais ça c'est plus sur les maisons anciennes, parce qu'il faut plutôt 8-10 cm, et là on n'a pas cette épaisseur-là à disposition. Oui. Et une fois que tu as fait ça, tu passes là tes gaines, donc dans cette partie-là, si possible, dans la partie dont on vient de parler, hein, donc tu les noies là-dedans, et en parement final, tu vas faire un enduit terre, 3 cm, 4 cm, 5 cm, tu n'as pas besoin de mettre des épaisseurs phénoménales. Tu peux faire un enduit sable chaud, tu peux faire un plâtre traditionnel, vraiment le plâtre manuel. Hein. Voilà, ça c'est l'option 2. On va regarder ici, on est est-sud-est. Ici, on est est. Et ici, on est ouest-nord-ouest. Donc ici, comme on a en plus la colline derrière, ça n'a pas vu de soleil depuis un certain temps. Tout à fait. Hein. Donc, et on a le sol, on est sur un garage non chauffé. Oui. Et on a derrière un habitat ancien, mais qui est en travaux, qui est non chauffé aussi. Exactement. Et donc, voyons voir les différences entre le mur chauffé par le soleil, parce qu'il y était tout à l'heure, on l'avait, et maintenant. Là, j'ai un thermomètre laser qui mesure la température de surface du mur. Et donc, l'isolation, elle va bien travailler, non pas sur l'épaisseur du mur, on s'en fout, mais sur la température que j'ai là. C'est à partir de là qu'elle va travailler l'isolation. Donc, si j'ai une température qui est très différente, on opérera en conséquence. Mais si je n'ai pas ça, on opérera aussi en conséquence. Voilà, ici, j'ai 3,3 degrés. On est d'accord? C'est le mur sud, hein. Ou le plus au sud en tout cas. Celui-ci qui donne sur un espace non habité, non chauffé. Oh, là ça change considérablement. J'ai 3,4. D'accord? Maintenant, je vais prendre celui qui n'a pas vu le soleil depuis au moins un mois ou deux. Hein. Oh, il est nettement plus bas. Il est à 2,9. Et maintenant, je vais prendre celui qui est sous mes pieds, sur un garage non chauffé, non habité. Le sol, qui est stabilisé à 3,5. D'accord. Tout se tient dans 1,5 degré en gros, quoi. Et on est en train de nous faire des théories comme quoi il faudrait isoler le nord et pas le sud. Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'est basé que sur une croyance. D'accord. Sur une idée préconçue. Et Einstein, que j'aime bien citer, disait il est plus facile d'exploser un atome qu'une idée préconçue. Et donc voilà, là on a explosé l'idée préconçue. C'est du grand n'importe quoi ceux qui nous disent ça. Voilà. Le sud est excellent par contre pour capter le rayonnement solaire et bénéficier effectivement des conceptions bioclimatiques, etc. Je suis totalement d'accord. Ça, on ne va pas contester ça. Au niveau de ton toit, tu n'as rien qui te fasse un apport quelconque. Tu as la tuile, elle part pluie. On n'a que ça. Donc on doit tout miser sur l'isolant. D'accord. Et donc là, il faut que tu sois à la fois performante sur les fuites, performante sur le renvoi, donc diffusivité, effusivité. Et donc on va partir de l'épaisseur et du lambda. Donc on va partir sur un lambda 0,038 à 0,041, quelque chose d'extrêmement classique.
Donc, isolant d'origine végétale, pour toutes les mêmes raisons que celles qui ont prévalu pour le côté, hein, qui sont donc meilleure chaleur spécifique, meilleure densité, capacité hygroscopique, etc. Les ressources d'origine renouvelables, la recyclabilité, pas énormément d'émissions de CO2 à la fabrication, etc. Toutes ces raisons-là font qu'on doit choisir ça. On va partir donc sur un isolant à 0,040 et cet isolant à 0,040, on va mettre pour avoir une résistance thermique de l'ordre de 8 à peu près. Ce qui va nous emmener à quelque chose de l'ordre de, à la louche, hein, tout ça, ça se recalcule plus finement, mais de 30, 32, 35 cm. Voilà, là on est très bien. Mais ça veut dire que par rapport à ton pare-pluie que l'on voit là, oui, tu vas perdre dessous 30 à 38 oui. Hein, dans ces eaux-là. Hein. Et comme tu as assez peu d'épaisseur disponible, idéalement, il faudrait que tu isoles déjà dans l'épaisseur des chevrons. Il ne faut pas que tu reperdes tes 8 ou 10 cm de hauteur de chevron, parce que tout ça, ça va te diminuer ton épaisseur, ta hauteur disponible ou à caresse. Hein. Donc, et là, pourquoi un isolant d'origine végétale? Meilleure chaleur spécifique. La meilleure chaleur spécifique liée à une meilleure densité. Il faut savoir qu'une laine minérale est toujours beaucoup moins dense. En fait, c'est quoi? La chaleur spécifique, c'est les calories nécessaires pour qu'un matériau gagne 1 Kelvin pour 1 kg. Voilà. Combien me faut-il d'énergie? Du béton, du verre, il faut 800 à 850 joules pour gagner 1 Kelvin, 1 kg. Du bois, il faut 1800 à 2100 joules. Tu vois, il faut plus du double. Donc, si ils ont gagné ça, ils ont emmagasiné plus du double. Donc, ils ont une inertie qui est plus que 2 fois importante en fonction de leur chaleur spécifique. Et comme, en plus, il y a plus de densité pour un isolant d'origine végétale, on va plutôt être aux environs de 60-80 kg de mètre cube, voire, si on prend une ouate de cellulose, à minima 55 kg. D'accord. Mais si on travaille avec des laines de verre, c'est 30-35 kg en panneau. Si on les prend en vrac au sol, c'est 12 à 15 kg. Donc moins de chaleur spécifique par kilo et moins de kilos. Donc beaucoup moins de performance. Et moins de performance égale moins d'inertie. Donc on ne stabilise pas à la température l'hiver. Et également, on a une diffusivité qui est beaucoup moins bonne. Donc le lambda est meilleur, ça fuit moins vite, mais avec la diffusivité, la fuite, si tu veux, elle tend à diminuer. Et à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la progression de l'onde de chaleur, elle s'arrête. C'est-à-dire que si tu as un mur d'1,50 m, globalement, ça ne sert à rien d'isoler quasiment. D'accord. Voilà. Donc, tes isolants végétaux ont un lambda moins bon, mais il faut en mettre plus épais. Et ce qui va aller dans un sens extrêmement intéressant, c'est la stabilité de la température, c'est l'inertie, et l'été, c'est le déphasage. Alors que si tu pars sur un matériau tel qu'un polyuréthane, qui a un lambda absolument extraordinaire, 0,023, plus il est bas, meilleur il est. Donc avec ça de polyuréthane, tu compenses ça de végétal. Seulement avec ça d'un isolant qui a une chaleur spécifique pas terrible, une densité faible et une faible épaisseur, le cagnard l'été, en gros, on va se donner une image, hein, le déphasage, c'est le temps nécessaire pour qu'une calorie passe d'un côté à l'autre d'une paroi. D'accord. Si on imagine qu'il fait à partir de midi vraiment très chaud quand on est au mois d'août, parce qu'on a le soleil qui est au zénith, etc., hein, et qu'on veut boire l'apéro au frais, tranquillou. Eh bien, en gros, si on met un polyuréthane de très haute performance et qu'on a 1 heure ou 1 heure et demie de déphasage, à partir de 13h30, il faut mettre des glaçons dans le pastis. Si on prend plus épais avec une laine de verre et qu'on a une laine minérale, on va dire, on ne va pas attaquer une plutôt que l'autre, et qu'on a 4 heures, bah, à partir de 4 heures, il faut mettre des glaçons. Si par contre on part avec du végétal et qu'on a 12 heures, eh ben, midi, donc 12 plus 12 égale 24. Or, la nuit, il fait plus froid dehors que dedans. Et comme le froid attire le chaud, la chaleur qui a été stockée dans le mur, elle est recaptée à l'extérieur, elle n'a jamais eu le temps de pénétrer. Et ça, le déphasage, il y a une excellente vidéo chez Papy Claude qui explique comment ça marche. Donc, voilà pourquoi ton toit,
il va falloir que tu optes pour 30 à 35 cm d'isolant, plutôt d'origine végétale. Après, laine de bois, laine de lin, laine de chanvre, ouate de cellulose en vrac, etc. Ça sera ton choix à toi. Sachant que, compte tenu que tu as des chevrons qui sont d'une section pas très importante, mais assez serrée, Oui. il va falloir, autant que faire se peut, que tu optes pour un travail dans l'épaisseur de tes chevrons. Et là, si tu optes pour des matériaux panneaux, c'est faisable, c'est un gros travail. Alors que si tu optes pour une ouate ou une laine de bois insufflée sous pression, sous réserve de trouver les opérateurs, et on l'a vu ce matin, tu as la chance d'être dans un département, ou en tout cas, s'il n'y en a plus, il y en a eu, parce que moi, c'est il y a 15 ans que je suis venu faire les formations ici, mais je pense que le savoir est encore là. Oui. Et donc, tu dois pouvoir trouver des gens qui vont te faire une préparation de toit, qui vont te mettre un pare-vapeur à l'intérieur. Le pare-vapeur en question devra être en continu avec ton pare-vapeur périphérique de mur, pour qu'on ait une enveloppe toujours complète. Et là, si tu optes pour une ouate insufflée sous pression, tu vas très facilement remplir tous les espaces qui sont dévolus à l'isolation. D'accord. Et tu vas avoir quelque chose qui a une bonne effusivité, une bonne diffusivité, une bonne inertie, un bon déphasage. Tous les matériaux d'origine végétale vont apporter ça. Ok, super. Voilà. En ce qui concerne le renouvellement d'air, donc il faut que pour évacuer l'eau que tu as en excès, mais aussi les COV, pour renouveler l'air, pour le CO2, pour la teneur en oxygène, etc. Il faut renouveler. Et le renouvellement, ça veut dire qu'on prend de l'air intérieur qu'on met dehors, et on prend de l'air extérieur qu'on fait rentrer. Il y a un mythe qui est que sortir de l'air chaud et faire entrer de l'air froid, c'est une hérésie, parce que ça coûterait une fortune. Je te renvoie vers un ou deux articles écrits par Papy Claude. Et je n'ai pas de vidéo qui s'adresse à ça, mais tu l'as très longuement sur les bouquins. Donc non, c'est encore une idée préconçue. Pas du tout vrai. Et que l'air extérieur est beaucoup plus froid et sec que l'air intérieur. Et compte tenu que le confort est lié à l'humidité relative et qu'en règle générale elle est trop élevée, on a intérêt à faire entrer de l'air extérieur, certes froid, mais sec, pour qu'il vienne se mélanger avec de l'air humide, pour rééquilibrer, et que cet air trop humide, on le prenne et on le mette dehors. Et on peut le mettre dehors par plusieurs systèmes. Ventilation naturelle. Sur une maison individuelle, ça ne marche pas. Pas assez d'altitude, de différence d'altitude entre les points hauts et les points bas. Et ventilation mécanique. VM, alors C, donc ventilation mécanique contrôlée. Et là, on a deux grandes familles, simple flux et double flux. La double flux, on nous l'a vendue en disant on va récupérer les calories de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant. Autre idée qui ne tient pas. Économiquement, ça n'a aucun sens. Écologiquement non plus, puisque si on veut récupérer les calories sur l'air extrait, il faut qu'on mette des gaines isolées et qu'on se balade dans la partie chaude. Il faut que notre machine soit en partie chaude. Et il faut que la VMC double flux, si tu veux, on a deux ventilos, un qui extrait de l'air et un qui en insuffle. Et on a un échangeur entre les deux. On récupère les calories de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant. Comme ça, ça semble, c'est une idée magnifique. Sauf que ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. Ça n'est pas rentable. Puisque donc, pour ne pas perdre les calories sur l'air extrait avant qu'on les récupère grâce à l'échangeur, il faut des gaines isolées. Et pour réinsuffler de l'air chaud, préchauffé, avant qu'il ait perdu ses calories, il faut aussi des gaines isolées. Donc on a déjà des gaines qui sont infiniment plus complexes à produire. Paf! Là, on est dans le débours environnemental sur installation. Ça fait partie de l'installation. Et ça ne permettra pas d'économiser sur l'exploitation. Donc, c'est pas bon. S'il faut recycler demain des gaines complexes au lieu de gaines simples, ça sera plus complexe. La machine, au lieu de faire une petite machine qui fait 2 kg, qui a très peu, qui a du plastique, mais qu'on a très peu, qui a une seule cage d'écureuil, on a une machine qui est une grosse caisse avec des échangeurs, avec plein de matériaux différents les uns des autres, avec 2 cages d'écureuil, etc., qui sera infiniment plus complexe à installer et infiniment plus complexe à recycler, et qui aura consommé énormément de ressources en amont, donc tout ça on ne l'amortit pas, hein. Et en plus, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit en partie chaude. Alors qu'une VMC, on peut la mettre où on veut. D'accord. VMC simple flux. Donc je te conseille une simple flux. Et pour tous les clients que tu es
futurs décorateurs formés ou toi-même, etc., auront, très honnêtement, c'est le bon conseil donné, quoi. Ok, super. Alors après, ça peut être une ventilation par insufflation, VMI. Donc si on est dans des zones à radon, etc., mais là, tu es en hauteur, etc., et on ne va pas entrer dans ce détail-là, parce que là, on est vraiment très pointu. Mais donc, voilà, renouvellement d'air. Et donc, on extrait depuis les pièces humides, puisqu'on a vu qu'on émet beaucoup de vapeur d'eau, par exemple, quand on prend un bain, une douche, etc. Donc, on ne va pas faire passer cet air humide dans l'air sec, puisqu'on veut qu'il soit à 55%, en tout cas entre 40 et 60, on dira, d'humidité relative. Et donc, on extrait dans les pièces humides, donc on met nos bouches d'extraction là, et on fait entrer de l'air par les pièces sèches. J'ai vu sur ton caisson de volet roulant, sur le côté sud de ta terrasse, là, donc tu as une prise d'air. Il faudra que celui qui t'installe ça te dise si c'est suffisant d'entrée d'air par rapport à ce qu'on va extraire, sachant que une VMC, ça se calibre. On doit renouveler 8 fois par jour l'intégralité du volume d'air. D'accord. En permanence, en continu, été, hiver, ça ne s'arrête pas. On devrait le réguler, mais la législation française n'a pas prévu ça. Ça viendra peut-être un jour, mais on est sur une législation qui remonte à plus de 50 ans. Il faut faire avec. Et donc, les prises d'air, donc elles se mettent dans les pièces sèches, dans les menuiseries ou dans les murs. Et comme tu vas mettre tes évacuations soit à la cuisine, mais aussi dans ta salle de bain, il faut que depuis ta salle de bain, tu puisses laisser passer de l'air qui vienne du côté sec. Donc c'est ce qu'on appelle un détalonnage. Tu vas détalonner ta porte de 10 à 15 mm pour permettre ce qu'on appelle le balayage, pour avoir un renouvellement d'air bien maîtrisé, que tout fonctionne bien. Oui, d'accord. Dans les VMC simple flux, Donc pas d'hygro B. On a hygro A ou hygro B. L'hygro A, c'est une excellente petite machine qui se régule sur l'évacuation en fonction de la teneur en vapeur d'eau qu'elle mesure dans l'air. D'accord. Et donc si tu as énormément de vapeur d'eau, elle s'accélère, et si tu en as peu, elle se ralentit. Et il y a chez Aldes une machine qui s'appelle OptiHome, qui en plus analyse aussi les COV. Donc tu peux ne pas avoir d'excès de vapeur d'eau, mais excès de COV, et à ce moment-là, elle s'accélère. C'est une petite machine, ça vaut 600, 700 euros. C'est simple, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de robotique, de machin. Il y a un petit peu d'électronique dedans, mais voilà, c'est simple. Donc ça, c'est très bien. Et ça, celle qui régule sur l'extraction, c'est la hygro A. Et l'hygro B, elle est censée analyser aussi sur l'entrée de l'air extérieur. Mais quand on est en zone de montagne, où on a de l'air extérieur très sec, on a des fois une perturbation qui fait que dans ta salle de bain, tu as de l'air humide qu'il faudrait que tu extrais, mais ça te bouche tes entrées d'air sur les pièces sèches, parce que justement, les hygro B, on travaille aussi la régulation sur les prises d'air. Et si tu veux extraire, mais que tu ne laisses pas entrer, ben ça patine dans la semoule à l'autre bout, et ça n'extrait pas. Et on a vu des cas en montagne, en tout cas dans les Alpes, en Savoie, Isère, Haute-Savoie, ici on a un peu quand même les mêmes expositions, on a vu des cas de moisissure qui se développaient avec une présence de VMC hygro B, parce qu'on ne renouvelait pas assez. On a enlevé les réglettes d'hygro B, on en a fait donc des hygro A, mais c'est dommage, on a acheté un système qui ne va pas, et à ce moment-là on a résolu le problème. Donc vraiment VMC hygro A, ça va très bien. Très bien. Donc le chauffage, on l'a déjà bien abordé ce matin. Oui. Et donc là, je ne peux que te redire les mêmes choses. Tu as vu que là, on a vraiment la même température de mur et de sol. Donc si on est à 19 degrés et qu'on a nos murs qui sont à 16, notre sol sera à 16. Et donc on n'a absolument pas besoin de faire autre chose. Alors tu as envie de faire un sol donc en argile, une chape terre ou quelque chose. Voilà, tu as trouvé un spécialiste, c'est très bien. Moi je ne connais pas, mais je ne pense que du bien du système. D'accord. Voilà. Donc en tout cas sur le ressenti. Après la tenue, etc., c'est avec lui qu'il faut que tu vois. Parce que s'il te dit tous les 3 ans il faut qu'on refasse, bon, va peut-être falloir revoir. Mais ça c'est lui qui te dira. D'accord. Mais sinon, sur le fait de l'effusivité, de la diffusivité, de la capacité de stockage, de la gestion de l'humidité relative, des capacités hygroscopiques, je n'ai que des a priori positifs. D'accord, super. Après, je n'ai pas le recul pour te dire si ça tiendra longtemps. Une fois qu'on a dit ça, il faut que tu chauffes. Oui. Et quand tu vas chauffer, donc tu as un volume qui est extrêmement petit. Oui. Enfin, c'est
pas si petit que ça, mais il est très... Tu as quand même 50 et quelques mètres carrés, mais compact. C'est pas comme si on s'étalait. Hein. Et donc, l'important, c'est quel volume dont je dispose, et ça par rapport à quelle surface de peau extérieure. Puisque les fuites, c'est les peaux extérieures qui la font. Et toi, tu es dans une ambiance où tu n'as pas énormément de surface de peau extérieure pour un volume intérieur important. Donc, ton temps de réponse va être très court. D'accord. Et donc, effectivement, je confirme là que des panneaux rayonnants, là, par exemple, moi je verrais bien ici, mais bon, après, c'est toi qui fais ta déco, tu verras bien. Hein. Mais un panneau rayonnant ici, par exemple, il va suffire. Hein. Tu fais 4 mètres carrés de panneaux rayonnants là. D'accord. À mon avis, c'est bon. Hein. Alors, si tu veux, par sécurité, faire 3 mètres carrés de panneaux rayonnants là-haut aussi, moi, je les mettrais là. D'accord. Après, c'est la déco. Sachant que le rayonnement, si tu mets, il ne faut pas que tu mettes de meubles devant. Si tu fais un panneau rayonnant qui part depuis 1 mètre de haut, bah, tu peux mettre un buffet dessous, ça pose zéro problème, ou un bahut ou quelque chose. Mais si effectivement tu fais un panneau rayonnant qui part du bas et que tu as un meuble qui vient devant, même s'il est à 1 mètre, c'est fini. Hein. Il va chauffer le canapé qui est devant. Et le canapé, on n'a plus qu'à espérer que lui, bah, il chauffe l'air pour faire de la convection. Et là, on a perdu le bénéfice. Donc, voilà. Alors après, je te rejoins donc dans l'idée, on a parlé un petit peu d'un poêle éventuel. Oui. Donc, compte tenu de l'exploitation que tu veux faire, au moins dans un premier temps, ça n'est pas pertinent. Ça, tu as totalement analysé et bien analysé la chose. Si un jour, ça devient habité à l'année, bah, les gens prendront les dispositions qui s'imposent, ou toi ou les autres. Voilà. Et peut-être qu'un poêle, à ce moment-là, trouvera sa pertinence, je ne sais pas. Mais également, si tu es sur une régie, tu as de l'électricité qui est produite localement. Oui. Je sais qu'on nous dit qu'il ne faut pas chauffer avec des radiateurs électriques, des machins. Aujourd'hui, on a des radiateurs qui travaillent par rayonnement, qui travaillent très bien. Et si tu veux avoir un temps de réponse encore plus rapide que ton panneau rayonnant par rapport à ta petite surface, tu mets un panneau électrique rayonnant, tu le mets en route 1 heure avant l'arrivée des gens, ils auront du confort dedans. Et après, bah, si tu donnes priorité au panneau rayonnant, ton panneau électrique, ton radiateur électrique ne démarrera pas. Sinon, si tu mets un serpentin sur circulation d'eau, tu peux te mettre une petite chaudière électrique qui va pouvoir te produire de l'eau chaude aussi. Mais tu peux aussi avoir la production d'eau chaude sur ballon électrique. Là, tu as plein d'options possibles. Okay. Sachant que si tu mets un serpentin et que tu vas, enfin un serpentin, une résistance, que tu la noies, tu seras toujours à l'électrique. Tu n'auras pas d'alternative. Si tu mets un serpentin, que tu pars sur une petite chaudière électrique, ça ne coûte pas cher. 500, 600 euros, on commence à avoir des chaudières électriques qui fonctionnent correctement. Eh bien, tu pourras demain, si c'est quelqu'un qui vient, qui l'habite à l'année, il pourra dire, ben, je pars sur une petite chaudière bois, fourneau bouilleur, etc. Parce que bois-bûche, on en trouvera toujours, hein, dans les Vosges, il y en aura toujours. Hein. Oui. Et donc là, on va pouvoir alimenter ce panneau rayonnant avec ça. Mais si ça se trouve, ce jour-là, il n'y a plus du tout besoin du panneau rayonnant. Parce que compte tenu de la surface, un petit poêle, il chauffe tout. Hein. Okay, ouais. Il chauffe absolument tout. Et vu la surface que tu as, vu la disposition, tu peux même travailler sur un petit poêle de masse. Mais tu auras toujours une difficulté. C'est de trouver un appareil suffisamment peu puissant pour ne pas être en surchauffe. Ouais, d'accord, je Parce comprends. parce qu'on n'a pas un gros volume, quoi. Et aujourd'hui, si tu fais tout ce qu'on a envisagé, bah, tu seras très vite en autosuffisance et c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Et j'ai trop vu de réalisations, y compris que j'ai pu faire moi, où les gens me disaient on a trop chaud, on est obligé d'ouvrir. C'est quand même couillon, quoi. Donc voilà, c'est dommage. Hein. Il y a eu un défaut de calibrage. Alors on cherchait, hein, parce que et on se disait qui peut le plus, peut le moins, on n'est pas sûr. Donc là, donc on a des fois surcalibré. Et c'est pas bien parce que si ça chauffe trop, on fait tourner au ralenti. Si on tourne au ralenti, on a des combustions de mauvaise qualité, où on encrasse les chaudières, etc. Et on a des durées de vie moins grandes des appareils. Donc on fait fausse route, quoi. Hein. Nina. Merci Claude, merci beaucoup. Ben, plaisir, c'était vraiment un grand plaisir. Et j'espère qu'on fera encore beaucoup de routes ensemble. Avec grand plaisir. Parce que nos approches sont vraiment... On va dans le même chemin, dans la même direction. Hein. Donc voilà, je nous crois des chemins communs, parallèles, longs.